D'autres marques, comme Triumph, Hillman, Rover, Austin, Singer, elles sont toutes là déjà, fabriquent des voitures moins luxueuses, mais en plus grand nombre. Et bientôt, Londres aussi a rattrapé Paris. Oh, l'automobile n'a pas que des partisans. Dès ses débuts, elle a eu des ennemis acharnés, les autophobes, qui pestent contre les assassins de la route. Une association protectrice contre les excès de l'automobilisme mène campagne en France contre les écraseurs, les chauffards, les fous du volant. Elle réclame des lois pour protéger les citoyens contre les barons du sang à l'heure qui empoisonnent notre atmosphère et défigurent nos campagnes. Le journal publie une lettre ouverte au préfet de police. Hier soir, à 6 heures, rue de Courcelles, j'ai failli être écrasé avec ma femme et mes enfants par une automobile lancée à la vitesse d'une locomotive. J'ai l'honneur de vous prévenir qu'à partir d'aujourd'hui, je me promène avec un revolver dans ma poche et que je tirerai sur le premier chien enragé qui menace de m'écraser, moi et les miens. Cette lettre est datée de 1896. Mais c'est déjà trop tard. Rien n'arrêtera l'essor de l'automobile. Elle n'est plus seulement un jouet de luxe, elle est devenue un outil. Pour aller chercher les voyageurs à la gare, les hôtels qui se respectent remplacent déjà leurs vieilles pataches par de petits omnibus à moteur. Petit à petit, le cheval va complètement disparaître des rues de Paris. Le camion va remplacer la charrette, le klaxon, le claquement du fouet, et l'odeur du pot d'échappement, celle du crottin. L'automobile est devenue une grande industrie. Ces usines, comme celle de Renault, à Boulogne-Billancourt, occupent des faubourgs entiers. En 1902, la France produisait 2000 voitures par an. 10 ans plus tard, 50 000. À Turin, Giovanni Agnelli, un lieutenant de cavalerie piémontais, qui a la passion des chevaux et de l'automobile, a créé avec un banquier suisse et quelques aristocrates la Fiat, fabrique italienne d'automobiles de Turin. Agnelli a commencé par acheter un petit atelier qui fabriquait des bicyclettes et des quadricycles à moteur et dont le comptable, qui avait 17 ans, s'appelait Lancia. Le petit atelier est devenu en quelques années cette usine qui produit des milliers de voitures par an. Et c'est ainsi dans toute l'Europe. Après le temps des pionniers, voici venu celui de la grande aventure industrielle. Et avec elle, naît une nouvelle aristocratie dans le monde du travail, les ouvriers de l'automobile. Après avoir été un jouet, puis un outil, l'automobile se fait aventurière. Elle part à la découverte du vaste monde.
C'est d'abord la mode des rallyes, puis vient celle des grands raids. On va s'attaquer au continent. En 1907, Pékin-Paris. 15 000 kilomètres à travers la Chine, la Sibérie, la Russie, l'Europe. Une folie pure. Les voitures des concurrents ont été emmenées par bateau de Marseille à Shanghai, puis de là à Pékin. Pékin 1907. Ici, pas même de chevaux. Ce sont les hommes qui servent de bêtes de trait. Aucun de ces Chinois n'a jamais vu une automobile. Aussi, le 10 juin, tout le monde est dans la rue pour assister au départ des monstres d'acier. 4 voitures, 2 de Dion-Bouton, comme celle-ci, conduite par Cormier et Collignon. Une Itala, conduite par le prince Borghese, et une voiture hollandaise, une Spiker, conduite par un Français, Godard. 3 journalistes et un mécanicien complètent les équipages. Le lendemain, la caravane atteint la Grande Muraille en bon ordre. Jusque-là, tout s'est bien passé. Mais au-delà de ces remparts, c'est le grand inconnu. Pas de route, mais seulement des pistes tracées par les caravanes venues du fond des âges. Tous les 10 kilomètres, il faut descendre et tirer la voiture embourbée. Il n'y a pas de pont non plus. Il faut traverser les rizières avec de l'eau jusqu'aux essieux. Enfin, pour franchir les montagnes, il a fallu creuser le rocher. En chemin, on croise les longues caravanes qui, depuis des siècles, transportent le thé et le coton à travers l'Asie, au rythme lent et balancé de leurs chameaux mongols. Après le terrible désert de Gobi, c'est l'immense steppe de Sibérie, Irkoutsk, et puis Tomsk. Et voilà le prince Borghese, dont l'Itala est plus puissante et qui a pris plusieurs jours d'avance. Dernière épreuve, la frontière entre l'Asie et l'Europe, les montagnes de l'Oural. Et enfin, Moscou. Moscou, la plus grande ville de l'Empire des Tsars. Nos voyageurs admirent avec des yeux écarquillés la place rouge, la cathédrale de Basile le Bienheureux et les coupoles dorées du Kremlin. Moscou, la ville aux 1000 églises. C'est ici que bat le cœur de la Sainte Russie. Dernière étape, l'Europe. Et nos chevaliers du volant arrivent à Paris, épuisés mais triomphants, au bout de 80 jours d'une aventure inoubliable. Mais le prince Scipion Borghese, au volant de son Itala, est arrivé 20 jours avant eux. Bien sûr, il ne s'agissait pas vraiment d'une course, mais les Français sont quand même vexés. Enfin, la vraie gagnante de ce raid épique, c'est l'automobile. L'année suivante, le journal Le Matin organise une course autour du monde, New York-Paris. Un défi au bon sens, mais les Français veulent prendre leur revanche. Au départ de Times Square, 6 voitures, une allemande, une italienne, une américaine et 3 françaises. Mais ça commence mal. Dans la traversée des États-Unis qui dure 42 jours, 2 Françaises abandonnent. Les pistes sont pires qu'en Sibérie. Toujours nuls en géographie, les organisateurs français avaient imaginé de faire passer les concurrents par le détroit de Bering, sur la glace. Bien sûr, c'est absurde. Il faut faire demi-tour et prendre le bateau à Seattle pour Tokyo, puis Vladivostok. Il reste encore 15 000 kilomètres à faire. Heureusement, le tsar enthousiaste a organisé des dépôts d'essence tous les 500 kilomètres. Au beau milieu de la Sibérie, la de Dion-Bouton abandonne. C'est un désastre. Plus un Français dans la course.
Et à la surprise générale, c'est l'Américain qui gagne. Il a couvert près de 20 000 kilomètres en 4 mois, 127 jours exactement. Le pilote américain Montagu Roberts a foncé comme un fou, debout sur l'accélérateur de sa Thomas Flyer, qui est conservée aujourd'hui comme une relique au musée Harrah, dans le Nevada. La France est ulcérée, l'Europe stupéfaite. Il va falloir désormais compter avec la mécanique américaine.